Là, pour cette présentation, je vais présenter au nom de collègues et du CNES sur cette mission satellite d'observation du niveau des mers. Mission SWOT qui a été déjà présentée ce matin sur un usage sur la zone intertidale qui est intéressant et qui n'était pas forcément le sujet initial de la mission, mais c'est chouette de voir des applications comme ça aussi. Avant de vous parler de SWOT, je voulais revenir quelques secondes sur l'ère de l'altimétrie spatiale donc qui a démarré dans les années 90. L'altimétrie spatiale, donc, c'est depuis ce temps vraiment une source inestimable de connaissances sur la dynamique des océans, de par du coup l'observation de la hauteur, mais à partir de laquelle on peut dériver aussi la part de courants, de haute fréquence, de marée. Donc il y a beaucoup d'informations qui en découlent. Je me suis permis de faire un petit schéma. Alors, hop, je vais me décaler. Hop. Petit schéma classique pour expliquer. Donc, c'était par rapport à l'introduction d'hier sur les capteurs, on va dire passifs. Là, donc, on est sur un capteur radar qui envoie une onde jusqu'à la surface de l'océan. Et du coup, le temps de trajet de cette onde nous permet de définir la distance entre le satellite et la surface. Et en connaissant l'altitude du satellite par son orbite, on peut en déduire la hauteur de mer qui nous sépare vis-à-vis de l'ellipsoïde de référence. Et ce qui nous intéresse dans l'étude de la dynamique des océans, c'est la part d'anomalies autour de cette position moyenne. Et il y a tout un tas de traitements, de soustraction et de corrections qui sont faites sur cette mesure. Et je vous ai mis ici toute l'ère de l'ensemble des missions satellites qui ont été lancées depuis les années 90. Donc, on est ici. On a SWOT qui a été lancé il y a 1 an et demi. Et puis, plein de projets encore. Donc, on n'est pas prêt d'arrêter cette observation des océans. Et l'objectif, toujours, est d'aller vers une meilleure couverture spatio-temporelle, parce que contrairement aux marégraphes qu'on vient de voir, qui sont à un seul endroit, qui observent depuis très longtemps et qui ont des fréquences, très hautes fréquences, donc des mesures minutes et horaires, et voilà, et on peut en faire des statistiques. Là, on va être sur une revisite qui est Heureusement, il y a une revisite sur le même site de plusieurs jours. Et donc, il faut combiner plein de satellites pour arriver à avoir une fréquence presque journalière, mais on n'y est pas encore. Et de comprendre aussi les petites échelles et tous les phénomènes un peu. Et là, je vais vous montrer des exemples de ce que SWOT commence à nous apporter dans ce domaine-là. Je me remets là, hop. Aujourd'hui, on parle de littoral dans cet atelier, donc je voulais aussi vous remettre dans le contexte. En fait, ces instruments, ils ont été faits au départ pour le plein océan. Et selon leurs caractéristiques, donc le capteur qui est à bord, selon l'angle et la manière dont ils approchent les côtes, en fait, les échos qu'ils reçoivent, donc là, je vous expliquais tout à l'heure qu'on envoie une onde qui est réfléchie, c'est comme ça qu'on calcule la distance du satellite à l'océan. En fait, cette onde, selon la fréquence de l'onde, elle a une tache au sol, qu'on voit ici, là, c'est vu de côté et vue d'en haut. Et en fait, la manière dont on traite l'onde qui revient, ça prend en compte toute une moyenne de l'état de l'océan dans ce cercle. Et quand le satellite va approcher de la Terre, selon la configuration, il va commencer à avoir des échos contaminés par la surface continentale. Et donc, cette contamination a pour effet qu'à l'approche des côtes, dans les derniers kilomètres, il faut mettre en place un traitement spécial. Il faut corriger, traiter différemment la forme d'onde reçue. Ça, c'est vraiment nécessaire sur la mission historique. Et on attend aussi beaucoup, donc les derniers instruments avec des fréquences différentes, des tailles de cellules plus fines, et également donc, des technologies comme la mission SWOT. Voilà, j'ai fait un teasing pour arriver jusque-là. Donc SWOT a été présenté ce matin. Le gros intérêt de cette mission, c'est d'apporter pour la première fois une vision de carte de hauteur d'eau, donc de la topographie des océans. Donc vous avez ici une petite animation
où en fait, en plus de l'instrument classique, que vous pouvez voir, il y a une toute petite ligne au milieu là, des deux images. Ça, c'est l'instrument classique, ce qu'on appelle le nadir, qui regarde en dessous, c'est l'instrument conventionnel. Et de part et d'autre, on a 2 fauchets de 50 km en interférométrie qui nous donnent à la fois une capacité à traiter, à avoir de la hauteur et également avoir une information sur la rugosité de la surface. Donc on va voir après, je vais vous donner des petits détails. Mes collègues vous ont mis plein d'exemples sympathiques. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et aussi le fait de passer sans transition sur océan et continent et de pouvoir observer à la fois le contenu océanique et les eaux continentales. Et donc, dans la zone frontalière, interface terre-mer, on a aussi la capacité à regarder des inondations potentiellement grâce à cette technologie. En termes d'observation disponible, donc de janvier à juillet 2023, le satellite était sur une orbite répétitive, donc il repassait tous les jours au même endroit. On va voir des exemples juste après. C'était la phase de calibration, d'étalonnage. Depuis mi-juillet 2023, c'est toujours une orbite répétitive, mais on est sur une phase de 21 jours, une phase scientifique. Donc je pense que maintenant, oui, avant de vous montrer des exemples, on m'a demandé de revenir sur le traitement. Avant d'arriver à des produits utilisables, donc en gros c'est celui-ci, et donc qui est la hauteur d'eau, l'anomalie, la fameuse petite anomalie par rapport à la moyenne que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est des cartes directes de hauteur d'eau. Avant d'y arriver, donc là vous avez 2 traces, 2 passages de mesure du satellite sur la même journée, là j'imagine. Et on voit qu'il y a des biais, il y a des différences d'orbite, il y a des calages et des traitements à apporter. Donc c'est la première étape, on fait un calage. Ensuite, on voit qu'il y a des anomalies sur certaines parties de la fauchée, donc il faut éditer, enlever, sélectionner les données valides, donc on obtient cette étape-là. Et ensuite, alors je ne sais pas si ça se voit depuis le haut de la salle, mais voilà, il y a des petites phases on voit du bruit en fait dans les fauchets. Et il y a une phase de réduction de ce bruit pour lisser et réduire les erreurs. Une fois qu'on a la hauteur, on peut calculer des gradients, obtenir ce qu'on appelle les courants géostrophiques, c'est les courants en équilibre sur les densités des eaux. Et après, de la vorticité relative, ça c'est pour faire des études océano. Alors, mes collègues on va passer tous ensemble à un certain nombre d'exemples sur les capacités de saut à observer des structures dans l'océan. On va essayer de regarder aussi près des côtes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'exemples fournis, donc je ne vais pas être très focus sur la zone littorale aujourd'hui, en tout cas. Alors, premier exemple, ça va arriver, vous allez voir à chaque fois 2 traces qui apparaissent jour par jour. À gauche, vous avez la topographie, donc la couleur en rouge, c'est une élévation, en bleu, c'est une dénivellation. Et à droite, vous avez la rugosité, en fait, ça donne vraiment l'aspect de la surface. On va essayer de regarder, par exemple, ici, cette dépression. Faut voir que là, on a 50 km de largeur, donc c'est-à-dire que c'est des structures qui sont infra 50 km. Donc par rapport à ce qu'on faisait avant, avec juste une trace ici, puis l'autre trace à 100 km, autant dire que ce genre de structure, on les loupait complètement. Donc là, avec SWOT, on va être en mesure de... je reste là parce que je crois que ça revient, voilà. De suivre ce type de tourbillon océanique de moins de 50 km sur le long terme. Et en particulier, c'était la richesse de cette phase à un jour, mais on pouvait vraiment pour la première fois, et on peut toujours, regarder ces types de structures. Et à droite, on peut voir des tout petits fronts, des filaments, on décrit pour la première fois ce type de... Enfin, pas la première fois, parce qu'il y a des satellites radars qui existent aussi pour ça, mais en tout cas, on a la chance d'avoir les deux en même temps, la topo et la rugosité. Si on regarde plus près des côtes, on a quand même essayé de chercher ce qu'on avait. Donc ici, vous avez un bout de côte, c'est dans la Méditerranée.
On peut voir que effectivement, ce qu'on sait, c'est que la dynamique sur les plateaux continentaux sont souvent des beaucoup plus petites structures dynamiques, donc l'effet des ondes internes et plein d'autres phénomènes liés aussi au vent et aux marées fait que on voit beaucoup plus de filaments et qui sont capturés par ces mesures. Ensuite, on peut observer l'effet des vents. Donc là, vous avez les îles aléoutiennes. Donc vous avez une observation en rugosité et en hauteur, et puis un jour plus tard, le même passage. Et on peut voir ici l'effet de perturbation, création d'une onde de gravité inertielle par déplacement de l'air sur une topographie orographique de ces îles. Donc tout ceci, en fait, c'est des observations qui, en soi, devraient être... on ne devrait pas les voir parce qu'on est censé apporter des corrections atmosphériques à tout ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est en phase de découverte et ça veut dire que c'est les traitements. Soit on veut voir ces phénomènes et il faudra les regarder précisément, soit on veut les retirer et on apportera des corrections dédiées à cela. Donc voilà, ça montre les limites d'une correction atmosphérique et il faudra travailler sur ça si on ne souhaite plus les avoir dans l'observation. Un autre exemple sur un cyclone. Donc cette fois, les traces elles sont mises verticalement, mais bon, elles sont bien penchées comme on l'a vu précédemment. Vous avez un petit bloc par jour. Donc tous les jours, vous avez une observation. Là, c'est le passage du cyclone Betty. Et ce qu'on voit, c'est que la mesure est affectée on le voit très bien quand le jour du passage. Et donc l'œil du cyclone, il est vu par une augmentation de l'élévation. La pression atmosphérique est très basse et du coup, la hauteur, l'océan est aspiré. Et en fait, on voit l'effet du passage, l'augmentation progressive et puis la dénivellation ensuite post-passage du cyclone. Tout ceci, encore une fois, c'est parce que les différents effets atmosphériques qu'on devrait habituellement et qu'on corrige habituellement dans l'altimétrie, c'est des phénomènes très haute fréquence qu'on retirait par le passé. Aujourd'hui, on voit que c'est pas totalement retiré, donc c'est des corrections qu'il faut soit qu'on améliore, soit qu'on... Voilà, en tout cas, c'est des informations qu'on peut extraire des observations. On peut également, du coup, regarder... Ah oui, ça bouge. Les fines ondes, donc comme les ondes de marée interne. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, je pense qu'on a deux types de produits. Aujourd'hui, le produit qui est diffusé, c'est le produit à 2 km, mais on a également le produit à 250 mètres qui est en préparation et qui va vraiment très clairement permettre d'observer les ondes et les trains d'ondes. Donc ça, c'est vraiment une exploitation intéressante pour améliorer à terme les modèles de marée interne ou barotrope. Enfin, ça permet par la rugosité, comme pour les satellites radars, d'observer les vagues et la houle. Donc on a en même temps topographie et vagues et interactions houle courant. On a aussi, alors là on m'a dit de faire un petit focus sur un mont sous-marin. Alors je vais essayer de... En fait, c'est par ici, cette image, donc ça c'est un zoom de ces endroits-là. Et en fait, c'est parfaitement centré sur des monts sous-marins. Et donc, on met en évidence l'interaction de la houle avec ces structures topographiques sous-marines. Bien visible dans la rugosité de surface et également en topographie, qui étaient des choses qu'on ne voyait jamais avec la mesure historique qui est juste, faut imaginer un petit point qui se balade ici. Voilà, donc plein de choses super riches à regarder dans les données SWOT. Et ça, c'est quasiment ma dernière slide d'exemple. Donc dans les Bahamas, une transition entre le large et la côte. Donc vous avez en fond de carte une image optique qui montre un peu la profondeur. Et en fait, ce que vous voulez que je souligne mes collègues, c'est en fait toutes ces petites structures là qu'on voit qui sont des structures bathymétriques, des petites dunes sous-marines, en fait, sont visibles en topo. Ce qui montre aujourd'hui que cette signature, elle
elle est aussi à corriger. C'est des choses qu'on prend d'habitude dans les surfaces moyennes océaniques, dans nos corrections de marée. Voilà. Donc ça fait plein de pistes de choses à travailler dans les années à venir pour exploiter correctement cette mission. Pour terminer, pour accéder à ces données, c'est des données qui sont nouvelles, une volumétrie importante. Le CNES fournit un support important pour héberger les projets que vous souhaiterez avoir à l'aide de ces données. Donc c'est un hébergement gratuit sur l'infra HPC du CNES à Toulouse. Donc c'est un outil de calcul puissant avec des espaces de stockage dédiés et qui vous permet surtout d'accéder directement aux données SWOT. Avec des outils aussi, je vous montrerai juste après, un peu spécialisés pour regarder les données ou faire directement des calculs dessus. Donc il y a également un support technique et puis un environnement, si besoin, restreint, si vous en avez besoin. Donc je vous invite, donc il y a un formulaire en ligne, vous avez des adresses email si vous voulez les contacter. Et puis si vous souhaitez demander un hébergement de votre projet, vous avez ce formulaire à remplir. Donc vous y trouverez de la documentation, du support utilisateur et également donc des librairies Python pour des exemples de code pour faire des études ou regarder un peu dans les produits, ainsi que un outil de visualisation donc de la donnée, un petit outil qui vous permettra de voyager dans les données qui sont disponibles sur le site. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je vous encourage à venir me voir, mais je vous relayerai vers quelqu'un d'autre. Merci.